Bon après-midi tout le monde, bienvenue au séminaire de perfectionnement technique des moteurs hors bord 2017. Donc, sans plus tarder, je vous invite à rejoindre la section 1 dans votre livre. Cette section vous explique en grande ligne des choses que vous avez besoin d'avoir, des renseignements concernant vos unités, votre concession et les informations importantes à avoir sous la main avant de contacter votre TSM ou le groupe de support au concessionnaire à Toronto. Donc, pour chaque courriel que vous envoyez à un représentant de service ou un téléphone au groupe de support, il est toujours très important d'avoir un modèle numéro de série avec des kilométrages, des informations techniques au préalable des problèmes, donc afin d'éviter des délais et d'avoir à rappeler. Donc, suivez ces indications et ces conseils. Ceci vous permettra de pouvoir avoir une réponse beaucoup plus efficace et rapide de la part d'un représentant Yamaha pour toutes vos questions. Ici, vous avez un organigramme qui vous présente le nombre de membres dans différents départements qui offrent du support aux concessionnaires Yamaha à travers le pays. Donc, vous avez l'organigramme du patron, du directeur en chef au service après-vente jusqu'au personnel de support sur la route. Pardon. Les pages suivantes, vous allez retrouver les numéros de téléphone au niveau du contact du groupe de soutien au concessionnaire, le fameux numéro 1-800-267-8577. Ensuite, vous avez les numéros de téléphone pour le service à la clientèle et les noms des personnes associées à chacun des départements. Pour ce qui est des représentants de services après-vente sur le terrain, malheureusement, au Québec, nous avons toujours un poste à combler. Je suis actuellement le seul représentant disponible. Donc, pour toute question, vous avez mes coordonnées, mon courriel et mon téléphone où vous pouvez me rejoindre 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Donc, encore une fois, ici, vous avez des explications concernant le service technique, les personnes qui ont des tâches plus précises, comme les spécialistes au niveau des groupes de produits motoneige, moto, VTT. À noter que pour les produits énergétiques et la marine, la personne ressource spécialisée dans ce type de produit est M. Wayne Crane. Donc, passons maintenant à la section 1.9. Encore une fois, comme à chaque présentation de mise à jour technique, nous vous rappelons en grande ligne les détails et les fonctions au niveau de la politique de réception des marchandises et comment pouvoir faire une déclaration ou une demande pour dommages visibles ou dommages cachés. Donc, comme je vous le répète à chaque fois, c'est la responsabilité du concessionnaire de mettre en place une procédure lorsqu'il réceptionne des produits Yamaha afin de bien reconnaître si les produits qui sont livrés chez lui sont libres de dommages ou s'ils ont des dommages. Donc, veuillez suivre les indications dans votre manuel et faire certain que le personnel qui est dédié à recevoir les produits est qualifié et a toutes les informations nécessaires afin de recueillir des informations importantes, car ceci pourrait affecter grandement votre droit à recevoir un remboursement dans le cas d'un dommage visible ou d'un dommage caché. Donc, assurez-vous aussi de toujours avoir les bonnes photos. Assurez-vous aussi de toujours avoir les signatures apposées et les notes concernant des dommages potentiellement visibles. Donc, en détail, cette section couvre toutes les procédures reliées aux dommages visibles et cachés et aux pièces manquantes. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas à l'aise avec cette politique,
Et ces détails, n'hésitez pas à contacter un de vos représentants qui se fera un plaisir de vous aider à mieux les comprendre. Donc, bien important, les points mentionnés plus haut afin de terminer sur ce dossier, de toujours apposer les signatures et de bien noter s'il y a des dommages apparents lors de la réception de marchandises. Et toujours avoir des photos très claires qui démontrent les quatre faces de la caisse, ainsi que l'unité à l'intérieur de la caisse au moment où vous avez découvert des dommages. Donc, ici, à la section 1.10, vous avez plusieurs bulletins qui sont toujours d'actualité, en référence, encore une fois, à la réception de marchandises et différents types de dommages ou pièces manquantes. Je vous invite à référer et à télécharger ces bulletins dans votre YDS afin de les consulter au besoin et de les fournir au personnel désigné lors du montage ou de la réception des marchandises. À partir de la page 1.11, vous avez une copie de la politique de garantie pour les moteurs hors bord. Donc, rien de mieux qu'un concessionnaire avisé qui connaît la politique de garantie et les exclusions pour répondre à des questions d'un client ou à savoir si la défaillance est en lien avec un vice de manufacture d'assemblage ou selon la politique, un entretien ou un ajustement de base. Même chose concernant la garantie YPP. Vous savez que à la plupart des hors-bords qui sont enregistrés de façon plaisance et non commerciale sont garantis durant 3 ans. Donc, s'il y a une garantie prolongée, vous pouvez toujours avoir une garantie totale de 5 ans, mais il est important de connaître les détails de la couverture YPP car certaines composantes ne sont plus garanties comme elles le seraient en garantie du manufacturier. Donc, veuillez réviser chaque détail pour mieux comprendre celle-ci et pouvoir l'expliquer à vos clients de manière exacte. À la page 1.20, vous avez un spécimen pour la liste d'inspection de pré-livraison des hors-bords. Ça, c'est très important afin de faire certain que le contrôle de qualité et que le fonctionnement des moteurs hors-bord est optimal avant la livraison à vos clients. Donc, n'hésitez pas à vous commander ces documents si vous ne les avez toujours pas en main, car ces documents sont aussi une façon de démontrer à vos clients que votre département de service a fait le nécessaire afin de s'assurer que le moteur rencontre leurs exigences. Finalement, ici, on peut vous montrer le tableau d'entretien des différents moteurs hors bord pour ce qui est du premier 20 heures et ensuite aux 100 heures. Donc, vous avez en détail ici chaque élément à inspecter dépendamment des heures d'utilisation. Donc, ce tableau-là pourra vous aider à mieux préparer les tableaux d'entretien et prévoir le coût associé à ceux-ci. Un autre détail très important ici, je viens de un instant. Voilà. Ici, à la page 1.50, on vous donne accès à la majorité des produits d'entretien. Donc, tout ce qui est lubrifiant, huile, graissage, même pour ce qui est de protection au niveau vinyle et pour ce qui est des produits de remisage, tout est disponible avec les numéros de pièces. Donc, vous pouvez voir dans la liste ici qu'on a entouré le numéro de pièce des stabilisateurs d'essence, car tout le monde sait que les problématiques de contamination d'essence sont un des grands facteurs de problèmes que les clients rencontrent durant une saison de moteur hors bord. Pour terminer la section 1, vous avez le tableau des régimes de régime maximum moteur plein gaz. Donc, ces régimes-là vont pouvoir, et ce tableau va pouvoir vous aider
à déterminer quel type d'hélice choisir lors de vos tests finaux après avoir installé un moteur hors-bord sur un bateau. Donc, il est très important de toujours essayer d'atteindre les régimes maximales et bien entendu de ne pas les dépasser si vous voulez avoir la performance maximum du moteur hors-bord et de son embarcation. Donc, à la section 2 maintenant, on va réviser les bulletins techniques. À partir de la page 2.2, vous avez toute la liste des bulletins récents et des rappels, conseils techniques inclus. Donc, un petit aide-mémoire assez pratique pour pouvoir trouver des bulletins rapidement. Donc, ici, on voit en jaune quelques rappels importants que nous allons réviser un peu plus tard en détail avec d'autres bulletins. Donc, une chose, un détail très, très important pour les directeurs, aviseurs techniques qui ont à faire la gestion du département de service. Ici, cette information qui ne se trouve pas dans votre livre, mais que je mets à votre disposition, c'est la façon de trouver le rapport des unités que vous avez vendues ou en stock et qui sont toujours affectées par un bulletin ou un rappel. Donc, vous allez dans l'onglet Services, Transactions de services après-vente, Demande d'autorisation. Ensuite, vous choisissez, à côté de l'onglet Nouveau, choisissez l'onglet Rapport et vous allez ouvrir Rapport de rappel. Choisissez votre groupe de produits hors bord, ensuite appuyez sur Envoyer. Ceci vous donnera la liste complète de toutes les unités que vous avez vendues ou encore en stock non vendu et qui sont affectées par un bulletin ou un rappel actif. Donc, c'est une façon assez pratique de pouvoir prévoir et de pouvoir contacter chacun de ses clients afin de compléter les bulletins et les rappels qui seraient toujours encore en suspens. Donc, à la page suivante, cette information, par contre, ne se retrouve pas dans votre livre. Nous voyons ici un bulletin concernant les moteurs F2.5 de génération A. Donc, très important pour ceux qui ont des moteurs portables avec un bouchon de première génération, de s'assurer que celui-ci est remplacé par le nouveau type afin d'éviter de le perdre. Donc, et d'éviter certaines fuites. Donc, très facile à reconnaître. Le bouchon a une nouvelle marque de peinture. Et toujours vous assurer, encore une fois, avec l'outil YDS, à vérifier l'unité, statut de l'unité pour voir si les bulletins n'ont pas été complétés. Donc, ceci, c'était un bulletin qui est un peu plus vieux, mais que je trouvais très important de rappeler, surtout pour les propriétaires de plus gros blocs comme les F300, F350, 5.3 litres. Nous avons eu un bulletin en 2015 qui demandait de faire le remplacement du ECM pour qu'à chaque nombre déterminé d'heures, il y ait un check engine qui allume pour aviser le client de retourner chez son concessionnaire afin d'inspecter la flywheel. Donc, s'il vous plaît, faites certain que si vous avez un client qui est propriétaire d'un de ces moteurs, que vous alliez compléter ce bulletin et ensuite que vous ayez complété le bulletin de remplacement aussi du volant magnétique, la flywheel. Bien entendu, si vous ne complétez pas ces bulletins, il se pourrait que le client soit affecté par un bris assez majeur au niveau du bloc moteur. Donc, vraiment très, très important. Faire certain que vous n'avez pas de client qui serait affecté par ces deux bulletins. On revient maintenant sur le moteur F2.5, bulletin OB16025. Très important, encore une fois, avant de faire la livraison d'un moteur, de vous assurer que celui-ci n'est pas affecté par la modification au niveau des valves du moteur. Donc, vous devez remplacer celle-ci au niveau de la tête motrice et
faire en sorte de compléter la modification avant la livraison, bien entendu. Donc, facile de déterminer si le moteur a été modifié ou non. Tous les détails se trouvent dans le bulletin où vous allez pouvoir voir la liste des unités avec les numéros de série affectés. Un autre point, encore une fois, qui est extrêmement important. Votre outil de diagnostic, le YDIS, maintenant, nous sommes rendus à la version 2.30. Donc, lors de notre dernière visite l'année dernière, nous vous avions mentionné que la dernière version était la 2.23. Maintenant, si vous voulez communiquer avec les nouveaux hors-bord de nouvelle génération pour 2017, vous allez devoir aller dans le Wyman et aller chercher la mise à jour 2.3. Très important d'acheter cette clé et d'acheter la clé afin de pouvoir vous mettre à jour. Ensuite, à partir de la version 2.3, les mises à jour vont se faire automatiquement par Internet, seulement en allant chercher la mise à jour. Vous n'aurez plus à payer pour avoir une nouvelle clé. Donc, encore une fois, un autre rappel ici, modification de l'usine, la bague de levier d'accélérateur, le hors-bord 17021. Donc, assurez-vous encore une fois sur les modèles de nouvelle génération, les 90, s'ils sont dans la gamme de numéros de série identifiés ici-bas, de procéder à la modification. Donc, maintenant, nous allons passer à la section 3. Cette section vous présente les nouveaux modèles. Donc, nous allons commencer avec le modèle F25 de génération C. Donc, ici, vous avez les modèles avec barre de contrôle et les modèles électriques qui sont présentés. Ensuite, dans cette image, vous pouvez voir la différence entre la génération précédente et la nouvelle génération. Donc, on peut remarquer clairement que le moteur a reçu une cure d'amaigrissement majeur. Donc, la grande caractéristique de ce moteur, c'est qu'il est maintenant doté d'injection électronique. Donc, ici, vous avez le graphique un peu avec les explications ou le fonctionnement de cette injection électronique. Donc, on va le voir en détail dans les prochaines slides ici, le mode de fonctionnement de ce système d'injection électronique sans batterie. Comme les autres modèles à injection, comportent un commutateur de régime de traîne variable. Donc, ce modèle donc, est compatible avec les systèmes Command Link, surtout uniquement pour ceux qui sont à modèle électrique et qui n'ont pas de poignée de commande de bord. Donc, pour ces modèles à commande de bord, vous avez le Désolé, je pense que j'ai perdu la communication. Donc, comme je vous mentionnais ici, vous avez les caractéristiques du moteur manuel. Donc, régime de traîne variable, le support de bord qui est redessiné avec des nouvelles poignées de prise. Un boîtier d'hélice, le même que celui qui était équipé sur le modèle 2 temps. Et comme mentionné précédemment, vous avez un moteur 2 cylindres à simple embracade en tête sans batterie à injection électronique. Donc ici, on vous présente les caractéristiques du nouveau modèle. Encore une fois, une poignée de transport et prise redessinée. Donc, vous pouvez toujours transporter ce moteur du côté de la poignée ou coucher sur les supports du côté du capot. Donc, faites certain, par contre, comme tout moteur portable, de ne jamais surélever l'hélice plus haut que le bloc moteur, car ceci aurait, encore une fois, comme effet de déverser de l'huile dans le bloc moteur.
Encore une fois, ici, vous pouvez remarquer le nouveau dessin de la poignée avec le sélecteur de marche avant-arrière neutre. Vous avez le coupe-contact d'urgence et le commutateur de régime variable de traîne. Comme tous les autres modèles compatibles avec cette fonction, vous pouvez diminuer et augmenter le régime de traîne entre 1050 et 750 à coup de 50 tours minute. Vous pouvez voir ici de chaque côté un peu la configuration, la conception du moteur. Donc, à noter que le moteur de base à poignée a 20 kg de moins que l'ancienne version. Donc, c'est quand même un très net avantage comparativement en plus à la cylindrée qui est de 432 cm3 comparativement à 198 cm3 pour l'ancienne génération. Pour ce qui est du système de charge, vous avez 16 ampères à 6000 tours minute, donc 7,9 ampères à 1000 tours et 11 ampères,1 à 2000 tours minute. On vous parle maintenant au niveau du système d'injection électronique sans batterie. Donc, vous avez un tableau ici qui vous explique clairement le fonctionnement de ce système. Donc, si à chaque fois que le client va actionner le démarreur manuel, il va avoir un signal d'énergie qui va être fait par la flywheel et qui va être envoyé au condensateur antiparasite. Donc, bien entendu, les clients doivent comprendre que ce moteur-là ne démarrera pas au premier coup de démarreur à rappel. Ça va probablement prendre 2 à 3 coups au minimum pour pouvoir lancer le moteur parce que le condensateur antiparasite doit quand même accumuler un certain nombre d'énergie afin de pouvoir l'envoyer au boîte module de commande, dont celui-ci va ensuite actionner la pompe à essence et le système d'allumage. Donc, vous avez encore une fois ici des renseignements techniques concernant le vilebrequin. Le contrepoids est maintenant accolé au crankshaft par souci de poids et puis d'espace. Donc, vous avez les différents calages d'allumage, dépendamment des régimes moteurs aussi qui sont affichés. À prendre note que de 0 au démarrage jusqu'à 500 tours minute, le calage d'allumage est fixe. Et entre 500 et 650 tours minute, le calage de l'allumage est contrôlé par le module de commande. Donc, il y a assez d'énergie. Le module de commande reçoit l'information et active le système d'alimentation d'injection et le système d'ignition jusqu'à ce qu'il prenne la charge complètement en haut de 650 tours. Pour ce qui est des capteurs du corps d'admission, on peut voir que position des papillons, pression d'air d'admission et température d'air à l'admission font partie d'un tout. Et ensuite, vous avez le régulateur de régime de ralenti qui est accolé au corps d'admission. Concernant le séparateur de vapeur, on voit que maintenant, il est fabriqué de résine de nylon en fibre de verre. Donc, ça accroît sa résistance aux effets néfastes de l'éthanol. Une autre caractéristique à l'intérieur du séparateur de vapeur d'essence, c'est qu'il y a maintenant un tuyau de refroidissement d'essence. Donc, ça régularise la température au niveau des vapeurs et de l'essence à l'intérieur. À la page 317, maintenant, vous avez les différents codes de modèles qui sont disponibles, différentes variantes et options. Donc, il y a 4 modèles manuels qui sont équipés d'une poignée à bord et vous avez le modèle électrique qui, lui, peut recevoir une poignée à bord si la conversion sera nécessaire. Donc, vous avez les numéros de pièces qui vous sont
ici disponibles pour pouvoir les commander au besoin. Différents bulletins ensuite vous sont offerts concernant des composantes optionnelles qui pourraient être ajoutées. Donc, si vous avez un régulateur de voltage afin de pouvoir charger les batteries. Vous avez les contenances du kit. Ici, à la page 319, vous avez les composantes du kit de démarreur électrique. Donc, notez qu'il faut remplacer le redresseur régulateur livré de série avec l'unité par celui livré dans ce kit. Kit de commande à distance. Bien entendu, optionnel, si vous avez besoin de convertir un modèle à poignée et avec un contrôle à distance, vous allez devoir commander ces pièces. Et ne pas oublier de toujours commander aussi la patte de direction qui n'est pas comprise dans le kit. Renseignements techniques concernant la manipulation du moteur. Donc, si vous voulez lever ce moteur à l'aide d'un talon, vous allez devoir utiliser le réceptacle sous le protecteur de la courroie d'admission. Conseil technique d'orientation au niveau du boulon de guide de direction. Bien entendu, ne jamais mettre le boulon vers le haut. Donc, la façon correcte de l'installer, c'est toujours en position vers le bas. Ceci pour éviter qu'il accroche lors de mouvement du moteur. Donc, d'autres informations, conseils techniques au niveau de l'orientation de l'axe de butée. Bien important de la mettre vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Et pour ce qui est des marques d'ajustement du point mort haut, donc, vous avez les repères. Faites bien attention d'aligner les deux repères ensemble. Donc, il y a un repère sur la poulie de l'arbre à cam et sur la culasse. Concernant l'injecteur d'essence du F25 de génération C, nous avons une forme et un design identique à celui du F15. La couleur est différente par contre, donc à faire attention de ne pas les mélanger. Il y a aussi une nouvelle rampe d'alimentation en essence qui équipe ce moteur, donc des nouveaux outils à prévoir. Ici, vous avez quelques conseils à la page 3-25 concernant des vérifications de base et d'usage pour ce qui est du niveau d'huile moteur. Faites attention car vous pouvez vous faire tromper lorsque vous allez pour vérifier, car la sonde du niveau d'huile peut être entrée complètement, mais à côté du guide. Donc, faites sûr qu'elle est bien positionnée, car vous pourriez avoir une mauvaise lecture du niveau d'huile moteur. Ensuite, on vous donne des conseils pour vidanger le séparateur au niveau du système d'injection. Il y a un tube qui est d'un côté de la tubulure d'admission que vous pouvez détacher afin de pouvoir purger l'essence. Advenant le cas où vous auriez à travailler sur la culasse de bloc moteur, à noter que les boulons de la culasse ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés. À noter aussi qu'il y a des pistons de dimension oversize qui sont disponibles de 0,25 mm à 0,50 mm. Donc ici, pour ce qui est au niveau des contenances d'huile moteur, on voit qu'il y a 1 litre d'huile moteur sans filtre à l'huile et 1,1 litre si vous remplacez le filtre à l'huile. Vous avez les huiles recommandées et leur
leurs conditions minimales, SG, SJ. Donc, il est recommandé, bien entendu, d'utiliser la Yamalube. Le numéro du filtre à l'huile ici aussi qui est présent. Donc, pour ce qui est de l'huile dans le pied, au niveau de la boîtier d'engrenage, c'est de l'huile SAE 90, la GL4. Les renseignements au niveau des bougies, numéro de pièce, DPR6EB-9. Vous avez la spécification au niveau de l'ouverture du thermostat, 60 degrés Celsius, 140 Fahrenheit. D'autres détails bien importants, un peu moins peut-être pour nous ici au Québec, vu qu'on est en eau douce, mais vous avez la disposition de toutes les anodes qui sont comprises dans le moteur. Donc, ces anodes-là, normalement, devraient être remplacées aux 5 ans. Et vous avez aussi un détail bien important ici concernant l'ancien système de blocage de relevage et le nouveau. Donc, les deux fonctionnent en direction différente. Donc, un détail à faire attention pour être certain que le client comprend bien que s'il pousse vers le bas, ça ne bloquera pas son système. Il faut qu'il le relève. Je vous parlais tout à l'heure de nouveaux outils qui devraient être disponibles pour ce moteur F25 de nouvelle génération. Donc ici, à la page 3-30, vous avez en détail les outils qui pourraient vous être utiles. Je vous recommande fortement deux d'entre eux. Donc l'adapteur pour la jauge de pression d'essence, une nouvelle forme au niveau de la rail d'admission. Donc vous allez avoir besoin du raccord de tuyau, bien entendu, et le faisceau d'alimentation pour l'outil de diagnostic YDIS. Donc, nous avons un système sans batterie. Vous allez devoir avoir ce faisceau de fil où vous allez le connecter après une batterie pour pouvoir avoir accès à l'outil et au programme de diagnostic YDIS. Donc, voici le numéro de pièce qui n'est pas inclus dans votre livre. Donc, je vous invite à le prendre en note. 90 890 06897 00. Donc, information importante. Bien entendu, n'attendez pas d'avoir une urgence afin de commander ces outils. Commandez-les le plus tôt possible. De cette façon, vous pourrez répondre à vos clients rapidement et éviter des délais d'attente. Donc, la fiche technique du moteur F25 de génération C ici, à partir de la page 331. Vous avez en détail les dimensions, les masses à sec avec l'hélice en aluminium installée. Vous avez aussi les différents contrôles du système d'injection. Donc, on vous donne, dépendamment du régime moteur et du fonctionnement, si l'injection moteur est fonctionnelle ou coupée. Encore une fois ici, d'autres tableaux, dépendamment du mode et du mode de fonctionnement du moteur. Conditions, allumage. Ceci est afin de vous faire comprendre le fonctionnement et les capteurs, les systèmes de protection qui sont liés à un système d'injection sans batterie. En parlant de protection, ici vous avez à la page 34 les détails concernant le système de protection contre la carence d'huile. S'il y a faible pression d'huile, le moteur sera tenu à un maximum de 2500 tours. Vous avez ensuite, à la bas de la page, tous les codes qui sont intégrés dans le ECM, dans le module de commande, concernant les différents capteurs liés au système d'injection. À la page 35, maintenant, vous avez le schéma
en lien avec l'alimentation d'essence et le système circuit de lubrification. Finalement, à la page 36, vous avez le circuit de refroidissement. Donc, vous pouvez voir la circulation d'eau, la circulation d'huile et la circulation d'essence. Et son cheminement à travers le moteur. Section 4 maintenant. On vous présente la nouvelle génération des F90, génération B. Donc, aperçu du modèle, caractéristiques des nouveaux modèles, renseignements techniques. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines pages. Donc, si vous avez un tableau comparatif, vous pouvez voir la nouvelle génération du F90B versus l'ancienne génération et ses compétiteurs directs. Vous avez des détails comparatifs au niveau de la cylindrée, d'alésage et de la course, le débit du générateur, rapport de démultiplication du boîtier d'engrenage et le poids en kilogrammes et en livres. Donc ici, en général, on voit l'anatomie du moteur. Un nouveau moteur simple arbre-à-cam. L'ancienne génération était double arbre-à-cam en tête, 1,8 litres, 4 cylindres en ligne. La capot supérieure est redessinée, nouveau moulage plus léger. Le boîtier supérieur, 2 pièces maintenant, comme le F-115. Même chose pour le système DHRI, de relevage à cylindre unique. Donc, le boîtier d'hélice identique aussi au F-115. Et on a une nouvelle série d'hélices qui accompagne ce nouveau moteur. Donc, ici, en détail, vous pouvez voir le nouveau dessin du capot supérieur. Encore une fois, pour avoir une meilleure circulation d'air et un écoulement de l'eau. Si votre modèle F90 est équipé d'une barre manuelle, encore une fois, vous allez avoir l'accès au réglage de régime de traîne. Ou bien entendu, c'est un modèle qui est injection électronique, donc qui est compatible avec Command Link, qui donne accès, encore une fois, au régime variable de traîne. Donc, les caractéristiques du moteur maintenant. Comme je vous mentionnais tantôt, un 4 cylindres en ligne à simple arbre-à-cam en tête d'1,8 litres. Vous avez ici, en général, chaque côté du moteur qui sont visibles. Le réservoir de récupération des vapeurs d'essence est facilement accessible. Et la nouvelle hélice talon shapée en aluminium qui est disponible entre 14 et 18 pouces de pont. Le nouveau module SDS est identique à l'hélice de série Talon. Si vous avez les sorties d'alternateurs qui sont disponibles comparativement à l'ancienne génération, on voit que la nouvelle génération a 35 ampères à 6000 tours minute comparativement à 25 et 28 ampères à 1000 tours minute. Donc, encore une fois, plus de puissance à la sortie pour les équipements des pêcheurs. Les différents outils pour vous aider à relever le moteur lors d'assemblage sur les bateaux. Donc, l'outil YB066820, un outil que la plupart des concessionnaires ont déjà. Donc, ce n'est pas un nouvel outil. Si vous ne l'avez pas, bien entendu, vous pouvez toujours le commander chez K&L. Ou vous pouvez toujours utiliser l'œillet de relevage qui est standard sur le moteur. Un détail qui est assez important et intéressant ici, au niveau des renseignements de vidage d'huile, on a ajouté un système anti-bavure pour éviter que l'huile se déverse lorsque vous allez démonter le filtreur à l'huile. Donc, 3 litres d'huile
vont entrer à l'intérieur du bloc moteur si vous ne remplacez pas le filtre, et 3,2 litres avec le filtre à l'huile. Vous avez les recommandations d'huile au niveau des grades. Ensuite, vous avez le numéro de filtre à l'huile identique à l'ancien. Et pour ce qui est du boîtier d'engrenage, vous allez pouvoir maintenant utiliser des huiles de grade GL4 ou GL5, comparativement à l'ancienne génération où on vous recommandait seulement d'utiliser le grade GL4. Donc, au niveau de la page 4-13, vous avez des conseils au niveau de l'installation du moteur. Donc, faites certain de toujours suivre ces indications à la lettre et de bien installer chaque composante. Donc, encore une fois, on parle du raccord de guide de direction. Celui-ci doit être installé dans la bonne direction et dans le bon sens pour éviter que celui-ci se bloque à mi-course. Donc, la patte à l'intérieur, dans le haut de la page, est la même que celle du F-115. Si vous avez à modifier un modèle électrique et que vous l'installez un kit de poignée bas, faites certain que vous installiez proprement le kit de raccord et la plaque, car celle-ci va vous éviter d'avoir des dommages lorsque vous allez faire le serrage final au torque des boulons, éviter la déformation. Donc, c'est très important au niveau de ce kit de poignée à bord, de bien installer la poignée et d'avoir en plus la plaque qui est apposée avant l'installation de la poignée. À la page 4.15 maintenant, nous avons le limitateur d'inclinaison qui est offert en option. Donc, dans vos livres, vous pouvez ajouter, si vous voulez, le modèle 200 à contre-rotation et le modèle normal, le F200 ou le LF200. Donc, ces modèles sont toujours compatibles avec le limiteur d'inclinaison, mais ne sont pas dans le manuel, ne sont pas indiqués. Donc, faites attention au niveau des modèles F90 de génération B, le numéro du limitateur d'inclinaison est différent. Donc, ne pas vous tromper avec celui de la génération A, bien entendu. Très clairement indiqué dans le tableau ici en bas. Encore une fois, renseignement ici technique concernant la disposition des différents capteurs. Vous avez le capteur au niveau des fusibles, c'est-à-dire et du module de commande. Capteur, contacteur de pression d'huile. Capteur de présence d'eau. Limitateur d'inclinaison offert en option, bien entendu. Capteur de temps du moteur. Positionnement de vilebrequin. Pression, température d'air à la mission. Capteur de position des papillons. Positionnement de marche avant, neutre et marche arrière. Capteur de détonation. Donc, ici, emplacement des anodes. Encore une fois, tantôt, je vous mentionnais qu'on recommande chez Yamaha l'entretien aux 500 heures ou aux 5 ans selon une des premières éventualités. Ici, on vous présente chacune des positions des anodes sur le nouveau moteur F90B. Et vous avez ensuite le numéro des anodes. Informations concernant les bougies. Donc, une bougie LF R5A qui équipait l'ancienne génération
des moteurs F90, maintenant changé pour le LKR6E-9M, assez près des modèles de F115, mais à faire attention que c'est quand même différent. Et ici, les détails concernant l'ouverture du thermostat qui se trouve à 60 centigrades. Vous avez les détails concernant le réglage du point Morrow. Donc, ne vous servez pas des repères d'avance à l'allumage qui sont sur la roue dentelée. Alignez vraiment les deux points comme indiqué ici dans l'image en haut. On vous montre ensuite la disposition facilitant l'entretien du récupérateur des vapeurs d'essence. Ensuite, vous avez la localisation du réservoir de récupération des vapeurs d'essence et du robinet d'arrêt des vapeurs d'essence. Ensuite, vous allez avoir les différents filtres à essence. Donc, le filtre en cartouche. Vous avez aussi le filtre qui est situé en aval de la pompe mécanique, qui est de 30 microns. Vous avez ensuite le filtre qui est à l'intérieur de la pompe à essence, qui est remplaçable. Si vous voulez prendre en note le numéro de pièce de ce filtre, il est ainsi indiqué, mais malheureusement, il n'est pas dans votre livre. Donc, vous pouvez prendre en note le numéro 6FP 13915 0000. Donc, très important au niveau des filtreurs à essence, comme je vous l'ai mentionné précédemment dans la présentation, le problème numéro 1 des moteurs hors bord, c'est la contamination au niveau de l'essence. Contamination créée par l'éthanol, par l'eau. Donc, l'utilisation de filtreurs à essence en bonne condition est primordiale. Et surtout sur les plus gros blocs, quand on ne parle pas de moteur portable, il est toujours fortement recommandé d'installer un séparateur, filtreur, séparateur d'eau, qui est optionnel entre le réservoir principal du bateau et du moteur. En plus de tous les filtreurs que nous venons de voir sur différents moteurs. Donc, c'est certain qu'il doit, de temps en temps, après quelques saisons, être remplacé. Les détails concernant les injecteurs maintenant. Donc, le F90 étant très proche de son petit frère, le F115 maintenant. Donc, il y a quelques différences, on peut remarquer au niveau des injecteurs. Et vous avez ensuite les conseils de points de repère pour ce qui est du capteur de position de papillon des gaz. Faites certain, si vous avez à jouer avec la TPS, de toujours bien réaligner les points du TPS avec son siège et ensuite de suivre les procédures dans le manuel et d'atteindre le voltage donné avant de resserrer les boulons en haut. Donc, si je ne me trompe pas, c'est environ 0,58 volts et la spécification au niveau du voltage si vous venez à ajuster celle-ci. Pour démonter le module de commande, maintenant, page 423, vous avez ici les étapes. Vous devez enfoncer le levier de blocage vers le haut et faire glisser la boîte SCU ensuite hors de son siège. Bien entendu, il est recommandé de débrancher les connexions avant, puis ceci va faciliter le démontage. Donc, renseignements concernant le nouvel outil de diagnostic, bien entendu, c'est un modèle 2017 qui est compatible avec la version 2.3. Par contre, si vous essayez de le brancher actuellement, nous avons besoin d'une mise à jour qui devrait être disponible dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez avoir une mise à jour qui va être disponible 2.31, si je ne m'abuse.
Donc, surveillez les bulletins de service car il est fortement possible que vous ayez des problèmes de communication si vous tentez de connecter un nouveau modèle F90 avec l'outil de diagnostic. Donc, un autre renseignement ici pour ceux qui sont équipés d'un outil de vérification d'injecteurs. Si vous voulez pouvoir brancher ces injecteurs pour les activer, vous allez devoir commander 2 nouveaux faisceaux pour pouvoir activer ceux-ci avec l'outil de diagnostic. Page 425 maintenant, spécifications et caractéristiques des modèles F90 de 20 et 25 pouces. Donc, vous avez la fiche technique complète du moteur qui est disponible ici. Les dimensions totales. Donc, maintenant, ça nous amène à la section 5 du livre. On va voir les différents ajouts et améliorations qui ont été apportés aux différents moteurs sans tout de même les avoir changés au point de créer une nouvelle génération. Donc, pour ce qui est des modèles F200, malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avions pas encore les premiers numéros de série disponibles. Mais ce qu'on peut vous dire sur les modifications qui ont été apportées au modèle courant piston, la fonction, encore une fois, YDIS 2.3.0 qui est primordiale si vous voulez communiquer avec le module de commande CU, et les composantes électroniques comme le SCM. En parlant des pistons, on peut voir maintenant que la joute de piston est plus large que la précédente, mais le piston est maintenant plus léger de 20 grammes. Pour ce qui est au niveau des composantes électroniques, on parle ici de nouveaux fusibles et d'un boîtier de fusible qui est plus compact. Bien entendu, nouvelle version YDS 2.3.0 veut dire qu'on a emmené une nouvelle programmation au niveau du module de commande, car ce module de commande maintenant peut être reprogrammé. Important de noter que pour la reprogrammation qui pourrait être possible, et vous allez devoir suivre une formation qui reste à venir et à déterminer dans les prochaines semaines au niveau du programme YTA OR. Donc, tous les détails seront à suivre dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il n'y a pas de programmation, pardon, il n'y a pas de programmation disponible à implanter pour les moteurs F200, mais dans l'éventuel cas où il y en aurait une, vous aurez toute la formation possible et les renseignements disponibles au préalable. Donc ici, à la page 5.5, on vous donne un tableau d'interchangeabilité. Ce qui est important de reconnaître, c'est les symboles. Donc, faites certain que si vous voyez dans votre livre qu'une pièce a été améliorée, changée, si vous voulez commander ce morceau et l'installer sur une génération précédente, il faut faire certain que celle-ci est compatible. Donc, examinez bien le tableau pour comprendre si vous pouvez procéder à cette modification. Donc, ça ne veut pas dire non plus que si une pièce a été améliorée ou changée, que absolument la génération précédente est défectueuse. Donc, faites sûr de toujours consulter les bulletins de service qui sont disponibles pour voir s'il y a une problématique qui affecte une des pièces qui a été modifiée. Au niveau des capots, on peut voir que le capot, les graphiques, certains ont été modifiés pour accommoder certaines utilisations commerciales. Pour ce qui est des boîtiers d'engrenage, on a des nouveaux engrenages avec des nouveaux ratios qui vont être mis à la disposition sur certains modèles comme le F250. Donc, aussitôt que les stocks
de certains de ces engrenages sont écoulés. Nous allons maintenant avoir des nouvelles roues avec la désignation 6DY. Donc, on garde toujours le même rapport de 2 dans 1. Et à noter que le roulement maintenant est à aiguille pour améliorer la durabilité et avoir moins de friction. Donc ici, vous avez en détail les différences concernant l'ancienne génération des roues dentées qui équipaient les boîtiers d'engrenage des moteurs affectés précédemment mentionnés. Donc, vous avez les désignations, comment reconnaître quelle génération est laquelle. Ensuite, nous avons quelques modifications qui ont été apportées sur la gamme de moteurs VF 115. Bien entendu, la grande modification, si on peut l'appeler ainsi, c'est la disponibilité maintenant d'un shaft extra long, donc de 25 pouces. Pour ce qui est du reste, les moteurs sont identiques. Donc, on a une demande accrue concernant ces moteurs-là pour des transoms un peu plus hauts. Donc, voici maintenant le moteur disponible pour les concessionnaires afin d'accommoder la clientèle. Des détails ensuite concernant le contacteur à distance de régime de traîne variable. Donc, pour tous les moteurs de F25C à VF115 ou F115, cette composante manuelle est disponible à être installée. Donc, pour tout autre modèle, vous allez devoir utiliser les Command Link, les compteurs Command Link, car ça n'est pas compatible. On vous parlait tout à l'heure des nouvelles hélices talons GP, les hélices en aluminium. Donc, vous avez ici des tableaux au niveau des moyeux centrales, des hélices qui peuvent être commandées, et au niveau des cales. Donc, faites certain de toujours avoir les bons moyeux et les bonnes cales lorsque vous choisissez une hélice, très important, et ceci va éviter des dommages au boîtier d'engrenage et des problématiques sérieuses. Donc, encore une fois, les nouvelles hélices Talon GP sont compatibles avec tout moteur de T50 à F115. Ils sont disponibles entre 14 et 18 pouces. Par contre, il n'y a pas de contre-rotation disponible dans ces hélices. Il y a eu quelques modifications aussi qui ont été apportées à la commande de distance 704. Donc, elle a été redessinée. Pour ce qui est de la commande double, on a amélioré l'évacuation d'eau. Une nouvelle configuration afin qu'elle soit plus durable en don. Pour ce qui est de la section 6 maintenant, vous allez avoir accès à toutes les infofiches techniques qui apparaissent dans le guide du vendeur. Donc, cette section a les grandes lignes des caractéristiques et des commodités de chaque moteur qui accompagne la gamme 2017. Donc, nous, ici, dans notre livre, nous avons en gros les résumés des moteurs les plus récents de nos ajouts. Donc, ces fiches-là sont disponibles sur le site Yamaha Moteur Canada ou, comme je vous mentionnais, dans le guide du vendeur. À la page 6-18, maintenant, vous avez encore une fois des détails, caractéristiques et spécialités au niveau des hélices talons pour les pontons. Une autre nouveauté, moyeu SDS, hélice Reliance. Encore une fois, tout le monde connaît le fameux moyeu SDS pour les différentes hélices Yamaha, système qui réduit le bruit et le cognement au niveau des embrayages de marche avant et arrière. Donc, chaque hélice qui comporte un moyeu SDS égale une hélice beaucoup plus silencieuse. Donc, comme je vous ai mentionné précédemment dans la présentation,
Il suffit seulement de choisir le bon type de moyeu avec la bonne cale qui équipe votre hélice compatible système SDS. Et nous revenons sur le nouveau kit, le nouveau maîtrise pour le régime variable. Donc, bien entendu, faites attention d'offrir ce produit pour des moteurs compatibles et pour tous ceux qui n'ont pas de compatibilité, bien, vous pouvez toujours utiliser le système Command Link. Finalement, l'hélice Talon GP compatible SDS LUC. On vous donne encore une fois des détails concernant cette nouvelle hélice de performance. Quelques détails sur les modèles 250, 225. Et nous terminons encore une fois avec les informations données précédemment sur la disponibilité de nouveaux modèles SHO VMAX dans le 25 pouces pour ce qui est du 115-175. Voilà, ça met fin à notre présentation de mise à jour des moteurs hors bord 2017. J'espère que vous avez aimé et que cette présentation vous a été utile. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.